Ok, Clémence. Donc bonjour, bienvenue à tous, surtout aux nouveaux venus, et surtout pas à ceux qui ne sont pas venus, qui ont tort de ne pas être là, qui pensent en plus que grâce à Internet, ils vont rester dans leur canapé. Alors que plus que jamais, c'est le moment de devenir des vrais citoyens, pas seulement être des sujets de la République ou de la monarchie. Parce que, quelque part, le thème d'aujourd'hui, c'est l'histoire béguée. C'est-à-dire, j'ai pris un certain temps, depuis un certain nombre de semaines, de réétudier tout le processus de la Première Guerre mondiale, de la période entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Pas tellement du point de vue des faits militaires, mais du point de vue de la dynamique économique. Et ce qui est extrêmement choquant et troublant, c'est évidemment des parallèles avec ce qui est en train de se dérouler devant notre nez. Et nous sommes aujourd'hui, nous baignons dans une culture de l'immédiat, de l'instantané, du flash, de l'émotion, qui est vraiment excité en permanence les sens des gens, mais en fait pour les décerveler, pour les crétiniser et les rendre incapables d'avoir un jugement dans le temps, donc d'avoir la mémoire courte. Donc aujourd'hui, le moment est venu de retrouver la mémoire longue pour voir avec un certain recul, tout en étant dedans, sans s'échapper dans des belles réflexions philosophiques ou historiques, de s'armer du passé avec un idéal du futur, d'intervenir dans le présent. Et donc je vais traiter donc un sujet évidemment assez grave. Vous pouvez lire là, le fascisme financier. Donc en 2002, Jacques Chemineau avait fait une brochure qui parlait du fascisme financier, ce qui a tout de suite fâché évidemment tout le monde. Comment osez-vous faire cette comparaison grossière? Alors, donc, fascisme financier, comprendre pour combattre. Donc, d'abord, essayons de définir de quoi on veut parler. Alors, quand moi j'ai connu ce mouvement, à la fin des années 70, donc en 1975, le mouvement de M. Larouche, le mouvement international, avait publié une brochure. Et vous voyez, c'est en fait le plan au sol d'un camp de concentration. C'est une étude donc, sur l'économie nazie. Et ce qui m'avait choqué, c'est que là, vous voyez, ça c'est un Schutz. Vous voyez, en fait, ici, vous avez une énorme usine là, vous avez une usine ici. La camp de concentration, c'est un peu l'annexe. Ça m'avait choqué parce que tel qu'on apprend l'histoire à l'école, on dit voilà, il y a eu la Shoah, les Allemands sont devenus fous, ils ont créé des concentrations, exterminé les Juifs, etc. Ce qui est tout à fait vrai. Si je n'ai pas de dire le contraire. Mais en mettant tous les projecteurs sur ça, vous voyez, on a quelque part oublié qu'à côté de ce camp de concentration, il y avait des énormes entreprises avec des énormes intérêts financiers, allemands, internationaux, qui faisaient travailler les gens jusqu'à la mort. Et le moment où ils étaient venus, soit parce que les gens étaient déjà malades à cause du typhus, et à partir d'un certain moment, bien sûr, on considérait qu'il était plus rentable de les liquider plutôt que de les respecter dans leur limite humaine. Donc ça m'a beaucoup choqué, intrigué en même temps parce qu'évidemment, si on veut empêcher, même certains amis juifs nous ont dit, vous êtes vraiment les seuls, vous avez peut-être travaillé plus pour, comment dire, créer une compréhension. Parce que pour pouvoir éviter que ce genre de phénomène se répète, il faut connaître les causes. On ne peut pas juste
Et donc, le mouvement de M. Larouche a fait un certain nombre de travaux sur cette question-là, d'étudier quelle est la logique de concentration, quelle est la logique qui a abouti à de telles horreurs. Donc, oui, next. Oui, là, vous voyez, ça c'est donc l'usine. Donc, comme vous avez vu sur la première image, Auschwitz était donc en fait un camp qui était une annexe d'une entreprise qui s'appelait IG Farben, qui était un grand cartel de la chimie, qui travaillait en particulier avec Standard Oil aux États-Unis, qui est devenu ESCO. ESCO, ça veut dire Standard Oil. C'est un grand cartel du pétrole appartenant à la famille Rockefeller. Et ça, c'est l'usine donc d'Auschwitz. En même temps, vous avez ça, et en même temps, vous avez ça. Donc c'est en 1945, ça n'a jamais été bombardé. C'était la grande. Ce que disent les survivants des camps de concentration, ils disent mais c'est incroyable, on n'a jamais compris pourquoi jamais on est venu bombarder les camps de concentration. Parce que ça aurait peut-être fait des morts, mais au moins on aurait pu arrêter la machine. Donc je vais tenter au fur et à mesure de la discussion, je vais tenter de répondre à ces questions un peu longues. Donc la source de cette logique de destruction, qui malheureusement se répète aujourd'hui, c'est ce que Rosa Luxembourg appelait le capital fictif. C'est-à-dire que normalement, tout le monde sait que les billets de banque, c'est pas quelque chose que vous pouvez manger. Ce n'est pas une richesse. L'argent, si vous pouvez vous chauffer avec. En Argentine, à un moment de l'hyperinflation, les gens tapissaient les murs avec des billets de banque parce que les billets de banque avaient moins de valeur que le papier à tapisser. Donc c'était plus rentable de tapisser les murs avec des billets que d'acheter du papier. Donc normalement, quand un État crée du crédit et de la monnaie, en fait, ce qui va donner de la valeur à cette monnaie, c'est qu'on l'utilise pour mettre au travail des hommes, des femmes dans des projets qui créent de la plus-value sociale et économique, qui créent une vraie richesse, qui fait qu'en final, cet argent, elle va prendre de la valeur simplement parce que, non pas pour ce qu'il est, mais par le travail, ce que ça a pu créer, accomplir. Alors, ce qu'on constate à des moments donnés, donc là, vous avez trois courbes. Vous avez une courbe, donc ce qu'on appelle les agrégats monétaires, c'est l'émission de monnaie. Ensuite, vous avez des agrégats financiers. Vous savez, aujourd'hui, dans les banques, il y a toutes sortes de titres très étranges pour la plupart d'entre nous. Ce qu'on appelle la titrisation, les credit default swaps, des produits dérivés, qui sont des choses, qui sont des valeurs, qui gagnent en valeur, un peu comme dans un jeu de Monopoly, un jeu de casino, où on fait de l'argent avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un découplage, vous voyez comme les courbes le montrent, entre même la monnaie elle-même devient un sujet à spéculation. Donc vous avez la monnaie, vous avez la spéculation, et vous avez cette troisième courbe, qui ici donc, est une courbe d'effondrement, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui souvent l'économie réelle, c'est-à-dire les vraies richesses. Et que les tendances, donc, c'est un peu faux de coller des dates là-dessus parce que c'est une courbe tendancielle qui indique c'est pas une courbe statistique sur une période de temps, c'est une courbe qui dit voilà, on fait prospérer la monnaie au détriment de l'économie réelle et cette monnaie elle-même devient source de spéculation jusqu'au moment où et ça c'est un moment d'hyperinflation, c'est-à-dire que on crée, même en imprimant plein d'argent, à un moment donné on ne peut plus même sauver le système.
comme ça s'est produit en 1923 en Allemagne de Weimar, la fameuse hyperinflation, et comme on est en train de le faire aujourd'hui. Donc, la question fondamentale ici, quand on parle de fascisme financier, c'est que pour résumer, on crée des valeurs fictives, et à un moment donné, on dit, cette fiction, je veux exiger quelque chose de réel pour cette fiction. Moi, dans mon jardin, dans mon garage, une après-midi, j'imprime des billets, et je vais vous voir avec mon fusil. Regardez là, 1000 €. Maintenant, à moi, j'exige maintenant une richesse réelle pour un bout de papier qui est en fait une fiction. Et si je dois vous tuer ou couper un morceau pour ça, tant pis pour vous. Ce qui compte, c'est de honorer ce titre de créance. Comme vous dites, c'est une folie, mais c'est un système dans lequel nous sommes, on est au plein, et je vais vous montrer à la fin que malheureusement l'histoire des gays, on revient à ça. Prochain. Alors ça vous donne une idée donc, de où nous en sommes aujourd'hui. Donc ici vous avez la banque JP Morgan Chase, qui est une fusion entre la banque de Manhattan, qui est devenue la Chase Manhattan Bank, et la Chase Manhattan Bank a fusionné avec JP Morgan en 2000, qui est devenue aujourd'hui la plus grande banque d'affaires du monde. En 2007, donc, equity, ça veut dire le capital propre. Vous avez 120 milliards de capital propre. Dans leur bilan, ils avaient 1500 milliards. Et ils avaient 92 trillions, comme on dit, 92 300 milliards de produits dérivés. Un produit dérivé, c'est par exemple, ça peut être un futures. Par exemple, je peux vendre à Guillaume pour 1 € le droit d'acheter mon stylo à 10 € dans un an. Parce que lui, il pense que dans un an, mon stylo aura la valeur de 15 €. Et donc, s'il me l'achète dans un an à 10 €, il le revend tout de suite à 15, il aurait dépensé 11. Donc, avec 1, il gagne 4. C'est même un profit. 400%. C'est quand même intéressant. Évidemment, si le prix de mon stylo baisse à 5, il ne va pas me l'acheter à 10. Donc moi, j'aurais eu un peu d'argent pour compenser la baisse du prix. Et lui, bon, il aurait dépensé un peu, mais il aurait perdu. Donc au début, c'est présenté comme une assurance, c'est quelque chose de légitime dans le monde agricole. Dans la mesure que c'est lié avec des produits réels, on peut se couvrir contre certaines pertes. Mais le problème, c'est que lui, il prend, moi je lui vends cette option pour 1 €, mais lui, il peut la revendre. Donc toute la terre entière se revend. Alors par exemple, si lui, il prend une assurance incendie, moi je l'achète, après je mets le feu chez lui, si ça brûle, c'est moi qui touche la prime. C'est pas inintéressant. Donc là, vous avez un exemple de cette folie. Alors là, c'est donc en milliers de milliards de dollars cumulés. Vous voyez que l'augmentation, par exemple, de la spéculation, c'est pour l'essentiel ces fameux produits dérivés qui sont devenus un cauchemar. Prochain. Alors, je vais raconter plusieurs petites histoires pour faire la grande, qui vont se fuser à plusieurs étages. Premier étage, l'histoire de la famille de Morgan aux États-Unis, qui, comme vous allez voir, qui est très présente aujourd'hui, elle n'est pas morte. Son président international aujourd'hui s'appelle Tony Blair, qui préside le Conseil international de JP Morgan aujourd'hui,
qui est en train de mentir. C'est l'homme qui a vendu le dossier à Bush, disant que Saddam Hussein avait des armes de destruction de masse. C'était un dossier avec des fausses preuves qui a permis M. Blair d'amener les Américains dans une guerre. Ensuite, je vais vous parler de la création de la réserve fédérale, de la dette de l'après-guerre, et ensuite de la création d'une banque qui ne fait pas beaucoup de publicité, on peut la comprendre, qui s'appelle la Banque des règlements internationaux, qui est actuellement à Bâle, en Suisse, qui est supposée être la banque centrale des banques centrales. Voilà, on commence avec la famille Morgan. Alors, jusqu'en 1836, les États-Unis avaient une banque nationale, qui était plus ou moins gérée par le gouvernement. Et Jefferson, en 1836, refuse de prolonger le mandat. Donc cette banque disparaît. Les États-Unis n'ont pas de banque nationale, pas de banque centrale. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de banque centrale? C'est la plus grosse banque du pays qui va faire la loi et qui joue le rôle de banque centrale. Et cette banque, ça va être en fait les intérêts de la famille Morgan qui vont monter. Alors il y a une première très grande crise bancaire aux États-Unis en 1893. Une chute de la bourse pire que 1929. Les actions perdent 50% de leur valeur. Et Morgan, évidemment, il arrive. Il dit bon, pour lui, c'est les soldes. C'est-à-dire, tout ce qui tombe en faillite, il rachète, donc il sauve. Tout ce qui n'intéresse pas, il laisse mourir. Mais il fait des énormes affaires. Par exemple, ensuite, il fait... en Belgique, peut-être certains d'entre vous connaissent la Red Star Line. Vous savez, avant les avions, on avait surtout des voyages transatlantiques par bateau. Ils partaient de Hambourg, Anvers, il y avait la Red Star Line. Et JP Morgan, en fait, c'est 3 générations. Le premier, Junius Spencer Morgan, commence comme il gère les affaires d'un banquier britannique aux États-Unis, de Peabody. Il n'est qu'une filiale de banque britannique. Ensuite, il gagne plein d'argent, il arrange toutes les affaires britanniques aux États-Unis, il fait plein d'argent avec ça. Il fonde sa propre maison, Junius Spencer Morgan, et son fils, donc, c'est le monsieur qui est ici au centre, qui est John Pierpont Morgan, qui va mourir en 1913, avant la Première Guerre mondiale, et qui va donner toute sa fortune à ce monsieur-là. Il s'appelle Jack. En fait, il s'appelle John Pierpont Morgan aussi, Junior, surnommé Jack. Et lui, on va voir plus tard, c'est l'homme qui organise quasiment un coup d'État contre Roosevelt. C'est toute une famille. Ça, c'est la fille, Louisa. En tout cas, on va en parler plus tard. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec tous ces paniques bancaires, donc cet empire Morgan va se développer. Ils vont acheter Carnegie, ils vont faire US Steel, ils achètent les chemins de fer, l'acier, les transports, etc. Créent une énorme société de transport maritime avec des Britanniques pour dominer les océans. Donc, ils sont très puissants. Et ils font la loi. Alors ensuite, donc évidemment, tout ça joue en bourse. C'est au numéro 23 à Wall Street que ça se passait. Vous avez un bâtiment, il n'y a pas le nom de JP Morgan, mais juste 23 Wall Street. C'était l'adresse la plus importante de Wall Street. Alors, en 1907, vous avez une panique bancaire, de nouveau énorme. Alors certains disent, vous avez un grand trust qui était en fait la 3e banque de New York. La rumeur court qu'elle est quasiment faite. Donc tout le monde retire son argent, plus personne prête aux autres, parce que on a vu ça en 2008 avec Lehman Brothers. Puis
puisque tout le monde soupçonne que l'autre en fait a acheté des actions de cette société, et que l'autre, s'il y en a un, le principe de la finance du too big to fail, des grandes banques, c'est le principe de ce qu'on appelle la cordée des alpinistes. Il y a des alpinistes qui grimpent, sont tous attachés, et si le premier c'est un éléphant, s'il tombe, il ramasse tout le monde et tout le monde tombe avec. Donc ça crée une certaine solidarité entre adversaires. Mais donc la rumeur court que cette société va s'effondrer. Et donc de nouveau, grosse panique à Wall Street. Et donc JP Morgan tape sur la table, dit tout le monde vient dans la bibliothèque. JP Morgan ferme les portes à clé. Maintenant, plus personne ne sort d'ici tant qu'on n'a pas un accord. Et lui, il exige qu'on ferme cette banque, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, Nickel-Buckle Company, etc., qui était l'adversaire. Donc, il la ferme, et tous les gens qui ont fait des pertes, Morgan va les indemniser, comme si c'était une banque nationale. Donc, évidemment, vous avez le prochain. Vous voyez ici, vous avez, ça c'est JP Morgan. Et là, il embrasse tout Wall Street. Et sous le... Alors, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des gens dans le Congrès américain qui sont là en disant, bon, c'est quand même, il y a quand même un problème, c'est qu'on n'a pas de banque nationale, et ce monsieur Morgan, voilà, ça devient le prêteur en dernier ressort. Normalement, c'est le rôle de l'État, d'être le prêteur en dernier ressort. Il devient trop gros. Qui est un petit peu. Vous voyez, il prend tout là. Ça met mal à l'aise, quoi. Donc il y a tout un débat, je ne vais pas aller dans tous les détails là-dedans, vous pouvez le lire. Il y a des gens qui disent qu'il faut peut-être créer une banque nationale. Et donc Morgan dit, oh là là, pas avec moi. Donc Morgan dit, ok, vous voulez créer une banque nationale? Vous voulez une banque nationale? On va vous donner une banque nationale. Donc Morgan prête, il a une île qui s'appelle Jekyll Island, c'est dans l'Atlantique, dans la Georgie, c'est une propriété privée. Et en 1912, je crois, d'ailleurs l'année dernière, la Réserve fédérale, puisqu'on arrive au centenaire de la Réserve fédérale américaine, mais la réunion préparatoire pour la création de la Fed, elle a eu lieu en 12, je crois. Donc en 1912, il y a cette réunion, Jekyll Island, ils prennent 8 personnes, non, ils prennent 7 personnes, dont 3 sont des amis. Évidemment, JP Morgan n'y va pas parce que ce serait trop évident. Il envoie 3 agents à lui pour le représenter, pour écrire en fait la constitution de cette chose. Bonjour. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer donc une banque qui n'est pas une banque. C'est-à-dire que les actionnaires de la Réserve fédérale, c'est le Federal Reserve Board. C'est un conseil de banque, c'est un syndic de banquiers. Les actionnaires, c'est une banque privée, ce n'est pas l'État américain. Donc à l'époque, c'est 12 banques régionales. Vous avez la Réserve fédérale de New York qui est la plus importante. Ensuite, vous avez le Kansas, vous avez chaque région. C'est une banque nationale mais décentralisée qui crée un conseil de banquiers qui vont se réunir tous les mois pour voir combien de crédits on va créer, qui est-ce qu'il faut aider un peu. Parce qu'ils disent, ils ont fait le voyage en Europe et disent, en Europe, l'avantage c'est que une banque nationale, c'est pas imprimer de la monnaie, et de temps en temps arroser les gens pour éviter que le système explose. Donc, au lieu de retourner aux origines des États-Unis, parce qu'au début des États-Unis, il y a Alexander Hamilton, il y a tout un courant qui s'inspire de Colbert et de l'économie productive, qui avait créé déjà une banque nationale, mais une banque nationale au service de la création de richesse. Donc Morgan a très peur que les États-Unis reviennent à leurs propres origines, donc dit non, je ne veux pas ça, je vais prendre
une banque nationale totalement monétariste, qui est là pour gérer la monnaie et qui est gérée par les banquiers, pour en fait garder le contrôle de mes intérêts. Et donc, le secrétaire fédéral est mis en place. Le premier président, c'est un proche du président Truman. Cette personne meurt l'année après. Et ensuite, c'est Benjamin Strong, qui est en fait un homme de JP Morgan, qui est déjà nommé dès le début à la tête de la Réserve fédérale de New York. Et Strong va prendre le contrôle entre 1914 et 1928. C'est Benjamin Strong qui est à la tête de la Réserve fédérale et qui est un homme de JP Morgan. Alors, donc, en 1913, bien sûr, se prépare la Première Guerre mondiale. En réalité, l'Angleterre est totalement faillite et qu'une bonne guerre va en fait permettre d'éviter cette faillite. Donc, il faut une guerre mondiale. Dès que la guerre, donc en 1913, JP Morgan fils hérite la fortune de son père. La France, l'Angleterre, la Belgique, tout le monde veut faire la guerre, mais on n'a pas l'argent. Donc, il faut aller sur les marchés. Donc, aux États-Unis, on va voir JP Morgan. Il dit, vous voulez des armes, je vous prête l'argent, à condition que vous achetez chez moi. C'est-à-dire, la moitié des munitions dépensées pendant la Première Guerre mondiale ont été achetées aux États-Unis. Winchester et Remington ont produit 3 millions de fusils pour la Première Guerre mondiale. Parce que JP Morgan est nommé agent fiscal du gouvernement britannique. En Angleterre, en plus, on met les Windsor au pouvoir. On vire la dynastie précédente, on met les Windsor pour faire la guerre. Et leur banque, la banque des Windsor aux États-Unis, c'est JP Morgan, qui est l'agent fiscal du gouvernement britannique, de la Banque d'Angleterre, du Trésor britannique, qui est chargé de faire tous les achats pour l'armée britannique. C'est où? C'est la banque JP Morgan. Donc, tout ça finit dans la guerre, et la guerre est finie. Donc, maintenant, c'est l'heure de payer les factures. Et puisque la Belgique et la France, 52%, c'est, puisque l'Angleterre, la France, la Belgique, tout est détruit, on n'a pas d'argent, on s'est maintenant endetté, il faut faire payer quelqu'un. On demande à Raymond Poincaré comment se fait-il que ça va si mal en France? Vous n'avez pas un peu d'argent? Poincaré répond, l'Allemagne paiera. La fameuse phrase. Donc, on fixe, il y a toute une série de conférences, celle de Versailles qui est la plus connue, il y a la conférence de Londres par la suite, il y a une même en Belgique à Spa. Et on fixe une dette, là vous voyez, en 1920, après le traité de Versailles, on demande aux Allemands de payer une somme qui représente 295% de leur PIB. Même la Troïka n'a pas osé faire ça à la Grèce. Et comme disent, ça crée évidemment une sale ambiance en Allemagne. Même après le plan Young, on dit que pour payer, il va falloir 3 générations d'Allemands, parce que la dernière annuité, ça courait jusqu'en 88. Donc on disait aux Allemands, voilà, pendant 3 générations, vous, vos enfants et vos petits-enfants vont travailler pour payer la dette, quoi. Vous voyez, vous avez ici, vous avez Hitler qui sort du traité de Versailles. Il gère au bout du rouleau. Et tout le monde, tous les historiens disent, voilà, c'est le fait qu'on a